Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et je suis ravi d'animer cette dernière émission de la saison. Pour cela, je reçois un auteur qui publie 2 livres simultanément chez Passé Composé, Antoine Mordac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de police, Antoine. Donc, tout comme moi, vous n'êtes pas historien professionnel, mais on a cette passion de l'histoire. Et vous venez de publier donc 2 livres. Le premier qui est une édition annotée d'un livre paru au début des années 30, intitulé Ministère Clémenceau, journal d'un témoin, écrit par Henri Mordac, qu'on va présenter. Un livre qui a été publié en 4 tomes entre octobre 1930 et novembre 1931. Et le deuxième livre, qui est votre composition propre, qui s'intitule Le martyre de Georges Mandel, 1940-1944. Le point commun, Antoine Mordac, de ces 2 personnages, Henri Mordac et Georges Mandel, c'est Georges Clémenceau. Oui, tout à fait. C'était 2 collaborateurs éminents de Georges Clémenceau à la fin de la Grande Guerre. Mandel était le chef de son cabinet civil lorsque Clémenceau est arrivé au pouvoir en novembre 1917. Et Henri Mordac était le chef de son cabinet militaire au même moment, entre 1917 et 1920. Quelle était la relation de Clémenceau avec ces 2 collaborateurs ? Est-ce qu'on peut les qualifier ainsi ? Est-ce qu'ils étaient plus proches que ça ? Et puis les 2, comment est-ce qu'ils se coordonnaient ? Mais en fait, la particularité de cette période et de ce gouvernement, c'est que Clémenceau, lorsqu'il est appelé au pouvoir en novembre 1917, décide, comme c'était l'usage, de cumuler la présidence du Conseil et le ministère de la Guerre. Évidemment dans un contexte de guerre totale en 1917. Et donc, il décide de confier à un collaborateur déjà ancien pour lui, Georges Mandel, les affaires civiles de la présidence du Conseil, notamment les affaires politiques. Et au ministère de la Guerre, il sait qu'il va devoir compter aussi sur un collaborateur fidèle et en qui il aura une confiance totale. Et il va trouver ses qualités dans la personne d'Henri Mordac, qui est un général de l'armée de terre qu'il connaissait déjà auparavant et qui il n'avait pas encore travaillé directement, mais avec qui il échangeait depuis une vingtaine d'années et avec qui il avait un certain nombre de convictions républicaines parfaitement communes et également la conviction qu'il fallait mener la guerre dans un esprit d'union nationale et toute la guerre pour arriver à la victoire. Je crois que chronologiquement, vous avez commencé par travailler sur le journal d'Henri Mordac. Et donc, on va commencer par là. Je vous propose de commencer comme ça. Une première question que je ne peux pas ne pas vous poser, évidemment, qu'on va évacuer tout de suite, c'est que vous partagez le même patronyme que le général Henri Mordac. Est-ce qu'il y a un lien familial ? Et si oui, est-ce que Henri Mordac est une figure connue dans la famille, à laquelle on se réfère régulièrement, etc. Henri Mordac est un parent éloigné, je ne suis pas son descendant direct, c'est une grande famille du nord de la France dont on est tous les 2 issus, et c'est un personnage dont j'entends parler depuis longtemps, précisément parce que nous portons le même nom, et qui m'a toujours beaucoup marqué, parce que les qualificatifs que l'on décrit à son sujet en général sont l'exemplarité, l'engagement, des convictions républicaines très fortes, ce qui n'était pas forcément évident dans le corps des officiers de l'armée de terre au début du XXe siècle, et cette fidélité à Clémenceau qui l'a amené à être un quasi-ministre de la guerre entre 1917 et 1920. Et donc effectivement, c'est en ayant toutes ces caractéristiques en tête que je me suis intéressé à ce haut personnage, et que je me suis plus précisément lancé dans des recherches sur sa mort, qui est une mort suspecte en 1943, alors qu'il était à la retraite depuis longtemps, puisque le général Mordac en fait a été retrouvé inanimé dans la Seine, à hauteur du pont des Arts. Ce mystère restant m'a intrigué et m'a incité à rechercher dans les archives s'il n'était pas possible de trouver le fin mot de cette histoire. Alors, je ne l'ai pas trouvé, ou pas encore en tout cas. J'ai des éléments plutôt intéressants qui ont surgi des fonds d'archives et notamment qui laissent à penser que il pourrait s'agir d'un assassinat politique, peut-être sur ordre des Allemands. Et c'est au cours de ces recherches que j'ai consulté les archives de Georges Mandel, à qui est dédié en fait un fonds complet aux archives nationales. Et en découvrant ces archives assez formidables, notamment sur les dernières années de Georges Mandel, puisque c'était la période de l'occupation qui m'intéressait, j'ai découvert un grand nombre de documents personnels, mais aussi de documents administratifs sur son internement, son emprisonnement et aussi sur sa déportation, parce qu'il a rédigé un journal personnel lorsqu'il était en Allemagne. Et de fil en aiguille, cela m'a incité
à approfondir les recherches aussi sur Georges Mandel et à me lancer dans un récit sur les 4 dernières années de sa vie qui ont été un véritable calvaire. Donc si je comprends bien, ça a commencé comme une déformation professionnelle, c'est ça, une enquête de police? Il y a un peu de ça, effectivement, puisque la mort inexpliquée du général Mordac a été d'ailleurs traitée par une enquête de police qui a été rapidement évacuée en 1943. Et donc j'ai essayé de tirer un fil, effectivement, un peu dans une logique policière pour tenter de remonter l'histoire. Et j'ai eu un peu cette même logique au sujet de Georges Mandel, notamment lorsque j'ai essayé de retracer l'ensemble de ces 4 années de 1940 à 1944, au cours desquelles il y avait encore en fait des zones d'ombre. Et donc j'ai tenté d'avoir un travail le plus rigoureux possible pour réaliser ce travail. On va parler de Georges Mandel donc dans la deuxième partie de notre entretien. Je voudrais revenir juste sur Henri Mordac. C'est une figure qui est bien moins connue que d'autres militaires de l'époque. Alors Joffre, Foch, Gouraud, Nivelle, etc., Pétain. Alors que, comme le dit Patrick Weil dans la préface qu'il consacre au livre, c'est le seul collaborateur à avoir été présent aux côtés de Clémenceau durant tout son ministère, donc de 1917 à 1920. Comment est-ce que vous expliquez cet oubli relatif ? Il y a sans doute 2 raisons. La première, c'est que lorsque surgit la guerre en 1914, Henri Mordac n'est pas encore général, il est colonel. Il est nommé général à titre temporaire, comme ça a été le cas pour beaucoup d'officiers supérieurs, c'est-à-dire sur le champ de bataille pour prendre en compte une brigade. Et pour cette raison, il n'avait pas encore la popularité et l'étoffe des grands généraux qui commandaient l'armée française au début de la Grande Guerre. Donc c'était un personnage qui était déjà identifié au sein de l'armée parce que il écrivait des essais spécialisés en stratégie militaire depuis le début du siècle, mais pour autant il n'était pas, pour être très honnête, un des grands chefs de l'armée française au début de la guerre 14-18. Puis la deuxième raison, elle est postérieure, elle est qu'il a été le collaborateur de Clémenceau, et Clémenceau a été maltraité dans la mémoire collective de l'après-guerre, notamment une fois qu'il a échoué à être élu à la présidence de la République en 1920. Et donc il a sans doute aussi payé sa proximité avec Clémenceau lorsqu'un certain nombre d'hommes politiques ont voulu régler des comptes avec l'ancien gouvernement Clémenceau, et aussi malheureusement avec des chefs militaires auprès de qui Mordac n'était pas particulièrement populaire, puisqu'il avait pris un certain nombre de décisions assez brutales avec Clémenceau pour mettre fin à la guerre et mener le pays à la victoire. Et pour cette raison, il a eu finalement une fin de carrière en demi-teinte, et il s'est de lui-même d'ailleurs placé en retraite en 1925. Et donc il n'a sans doute pas eu la carrière qu'il aurait méritée au sein de l'armée française. Donc c'est sans doute cela qui explique la raison pour laquelle il a été oublié au-delà. C'est un journal écrit par un témoin donc au jour le jour, qui est divisé d'ailleurs en 4 parties, mais on peut identifier 2 grandes parties. La première qui s'appelle « Je fais la guerre », qui traite de novembre 1917 jusqu'à l'armistice, et ça fait référence évidemment au discours de Clémenceau devant la Chambre des députés, donc prononcé le 8 mars 1918, dans lequel Clémenceau dit « Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un ». Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Et les 2 autres parties, eh bien, elles s'intitulent « Je fais la paix » dans le journal d'Henri Mordac, puisqu'il va parler de la préparation de la conférence de la paix à Versailles et puis de son déroulement. Donc c'est un journal quotidien. Qu'est-ce qu'il dit sur Clémenceau, sur ses états d'âme, sur son état d'esprit ? Il y a effectivement 2 parties assez différentes dans ce journal. La partie qui est consacrée à la guerre d'abord montre le fait que Clémenceau est tout le temps en déplacement, qu'il se rend au front extrêmement régulièrement, que ce n'est pas simplement un mythe qui aurait été gardé sur quelques clichés photographiques bien connus, mais que réellement Clémenceau a passé une grande partie de ces mois de guerre sur le front pour aller directement se rendre compte de la façon dont la guerre était menée et de la façon dont étaient traités aussi les poilus, et ce qui était pour lui extrêmement important, et ce qui l'a rendu d'ailleurs très populaire au sein des armées et notamment chez les soldats. Donc ça, c'est un témoignage d'abord extrêmement intéressant sur cet aspect-là.
Sur cette même période, on découvre aussi un Clémenceau qui est extrêmement énergique alors qu'il est déjà très âgé et qui doit faire face aussi à un certain nombre de péripéties politiques puisque évidemment il se rend à la Chambre régulièrement, qu'il doit faire face à des critiques, à des opposants politiques qui parfois lui placent des choses-trappes devant lui. Et puis sur la période Je fais la paix, là, ce qui est, à mon sens, le plus intéressant, c'est que finalement, c'est une période que l'on connaît assez peu. On connaît le traité de Versailles et sa signature en 1919, mais assez peu les préparatifs qui en sont faits. Et à ce titre-là, il y a aussi un descriptif extrêmement détaillé du quotidien de Clémenceau dans la préparation du traité de Versailles, dans sa signature et ensuite dans le début de son application, avec toutes les difficultés que l'on connaît avec l'Allemagne, mais aussi avec les Alliés. Ce livre, ces mémoires sont quasiment terminées au début des années 20. Pourtant, elles ne sont publiées que 10 ans après, donc 1930-1931. Comment expliquez-vous cette latence ? Parce que Mordac, en fait, en parle avec Clémenceau lorsqu'il rédige ce journal, ou en tout cas, il reprend sans doute des notes qu'il a prises entre 1917 et 1920. C'est vraisemblablement en 1923, en fait, qu'il termine l'écriture de ce journal. Et en fait, Clémenceau se montre assez hostile à l'idée d'une publication parce qu'il estime que tout cela va raviver un certain nombre d'oppositions et de tensions avec les personnages qui sont cités dans le journal d'Henri Mordac, puisqu'évidemment, il ne cherche à jamais cacher les choses. Il a un caractère extrêmement franc, fort d'ailleurs, et parfois presque abrupt. Et donc, Clémenceau, en fait, le dissuade de publier ses mémoires et lui demande de le faire une fois qu'il sera mort. Et donc Georges Clémenceau décède en novembre 1929, d'ailleurs en publiant à titre posthume un dernier ouvrage, Grandeur et misère d'une victoire, où il lui-même règle ses comptes avec Foch après un livre auquel il a été extrêmement hostile et dans lequel il est mal décrit et critiqué par Foch. Et donc, Mordac se sent autorisé, à partir de 1930, à publier ce journal qui est tout prêt et qu'il va découper en 4 tomes différents et donc que l'on a réunis pour cette réédition en un seul ouvrage. Vous avez dit que Mordac a mis un terme à sa carrière militaire en 1925 et qu'on l'a retrouvé donc mort le 12 avril 1943 dans la Seine à Paris en pleine occupation. Et vous vous dites que c'est possiblement un crime politique. Pourquoi vous dites cela alors qu'il est retiré finalement de la vie politique depuis un petit bout de temps ? Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que a priori, il n'avait pas d'activité résistante qui aurait pu être un élément intéressant à exploiter. Il était réellement à la retraite. Il avait été proche de Pétain jusqu'en 1940 avant de s'en éloigner, notamment après l'adoption du premier statut des Juifs à la fin de l'année 40, qu'il critique ouvertement. Pour cette raison, effectivement, sa mort est assez mystérieuse. Ce que j'en analyse aujourd'hui, c'est il était identifié néanmoins par les Allemands et principalement évidemment par les nazis comme étant un symbole de 1918 du gouvernement Clémenceau et du traité de Versailles qui était bien évidemment honni par l'Allemagne et particulièrement par le parti nazi dans les années 1930. Et donc en retraçant un peu cette histoire, même si la conclusion n'est pas encore définitive, ce que j'en comprends, c'est que il est identifié en fait donc dès les années 30 par les Allemands. Lorsque les Allemands envahissent le pays en mai-juin 1940, ils identifient une nouvelle fois Mordac et d'ailleurs ils vont à son domicile dans l'Allier pour s'assurer de sa présence. Et ensuite, ce sont des éléments propres au jour entourant sa mort en 1943 qui me font penser qu'il ne s'agit pas d'un suicide, ce qui d'ailleurs est la thèse qui est présentée par la radio allemande dès le jour de sa mort, le 12 avril 1943, mais plutôt à une mort qui serait immédiatement maquillée justement, non pas en mort accidentelle d'ailleurs, mais directement en suicide, ce qui est assez grotesque puisqu'on peut imaginer que ce type de personnage ne serait sans doute pas suicidé de cette façon-là. Il aurait fallu d'ailleurs qu'il ait des raisons de se suicider, ce qui ne ressort pas d'ailleurs des écrits qu'il laisse dans ces années-là. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments assez convergents sur le sujet, mais je reste néanmoins prudent puisque évidemment la conclusion définitive n'est pas encore trouvée.
L'occupation, en tout cas, Antoine Mordac, c'est le cadre de votre deuxième livre, qui est donc votre travail, votre création propre cette fois-ci, Le martyr de Georges Mandel. On va revenir un peu sur le cheminement. Donc c'est en travaillant sur le journal d'Henri Mordac que vous avez retrouvé des documents originaux sur les dernières années de Georges Mandel, puisqu'il y a déjà des biographies consacrées à Georges Mandel qui explorent essentiellement sa carrière politique, son assassinat, on en parlera à la fin, mais sur ses 4 dernières années de vie, et donc son arrestation, son emprisonnement, sa déportation, ça, on savait assez peu de choses. Dans les biographies qui ont été publiées sur Mandel, ces années-là sont évoquées. Elles le sont d'ailleurs assez précisément dans certains livres qui ont été publiés. Néanmoins, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de rentrer dans le détail de son quotidien et de me mettre en fait à la hauteur du personnage pour tenter de comprendre d'abord quel était son état d'esprit et la façon dont il a vécu ces 4 années, mais aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles il a subi ce véritable acharnement, puisque de juin 1940 à juillet 1944, il est transféré de multiples fois. J'ai compté le nombre de lieux de détention dans lesquels il a été transféré, il y en a 15 entre 40 et 1944. Et donc c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre la façon dont le gouvernement de Vichy l'a visé personnellement et bien plus fortement d'ailleurs que d'autres hommes politiques de la Troisième République, et étudier également les raisons pour lesquelles les Allemands ont décidé de l'enlever en novembre 42, car il n'y a pas d'autre mot, pour le déporter, puis le faire fusiller en juillet 44 sous les balles de la milice. Et donc c'est sous cet angle-là particulier que j'ai voulu travailler. Et puis, comme je vous l'indiquais, il y restait aussi un certain nombre de zones d'ombre, c'est-à-dire des périodes sur lesquelles on ne sait pas vraiment où il se trouvait, comment le transfert s'est opéré, quels étaient ses codétenus, quel était le régime administratif ou judiciaire qui s'appliquait à lui. Et donc c'est ce travail dans les archives dans lequel j'ai pris évidemment beaucoup de plaisir à mener des investigations pour justement retracer quasiment au jour le jour son parcours de 40 à 44. D'ailleurs, on peut reprendre, si vous le voulez bien, petit à petit ces différentes étapes. Il y a une carte dans le livre qui indique son itinéraire avec à chaque fois la date d'arrivée et la date de départ de tel ou tel lieu. Et donc effectivement, il va beaucoup bouger en Afrique du Nord, en France et puis en Allemagne avant de revenir en France. Un petit rappel peut-être sur sa carrière, Georges Mandel, donc au sortir de la Première Guerre mondiale, où on l'a dit, il était chef du cabinet civil de Clémenceau. Donc il va être élu maire de Soulac en Gironde, député de Gironde quasiment sans discontinuer pendant l'entre-deux-guerres. Il va être ministre des Postes et Télécommunications entre 1934 et 1936, puis ministre des Colonies entre avril 1938 et mai 1940 dans le gouvernement Daladier, et puis enfin un éphémère ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Paul Reynaud entre le 18 mai et le 16 juin 1940. Et donc, votre livre commence à cette période-là, mai-juin 40, où Mandel, c'est l'un des rares membres du Conseil à ne pas vouloir l'armistice. Et donc, évidemment, quand le maréchal Pétain arrive au pouvoir le 16 juin, eh bien, il est débarqué du gouvernement. Et là, se pose la question de comment réagir. Comment réagit-il justement ? Parce qu'il refuse évidemment l'armistice. Il se trouve à Bordeaux à ce moment-là, puisque le gouvernement est exilé à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Eh bien, dès qu'il est évincé du gouvernement, puisqu'évidemment il ne choisit pas de démissionner, mais il est évincé parce que Reynaud démissionne le 16 juin 40, lui souhaite continuer la lutte. Et il croit beaucoup plus à un repli du pouvoir en Afrique du Nord qu'à un départ vers Londres. On lui propose d'ailleurs de partir à Londres dans la nuit du 16 au 17 juin 40. C'est le général Spears, le représentant de Churchill auprès du gouvernement français, qui lui vient le voir et lui propose expressément de partir à Londres avec le général de Gaulle le lendemain. Et Mandel décline, d'abord parce qu'il considère qu'on l'accuserait de fuir à Londres, et puis aussi, je crois, parce que il n'était pas persuadé qu'il serait possible d'organiser un gouvernement complet de résistance à Londres, parce que lui, en tant qu'ancien ministre des colonies, avait conscience que l'Afrique représentait un immense réservoir en hommes, en matériaux, en minerais, pour réorganiser en fait le gouvernement, le Parlement également de la Troisième République, et ensuite donc de prévoir d'organiser la résistance et de reconquérir la métropole en partant du principe évidemment à cette date que la métropole était perdue et qu'elle allait être occupée
vraisemblablement en totalité par les Allemands et accessoirement par les Italiens. Donc lui, à la date du 16-17 juin 40, est vraiment dans l'idée de partir en Afrique du Nord et de convaincre les autres parlementaires et le gouvernement de le suivre de façon à pouvoir se baser à Alger principalement pour poursuivre la lutte. Ils sont finalement assez peu à partir, hein, puisqu'ils sont 26 députés, dont Mandel et un sénateur, qui embarquent à bord d'un paquebot pour Rabat. Et donc il va rester environ un mois entre le Maroc et l'Algérie, parce qu'il va être très vite arrêté et il va être très vite mis à l'isolement par rapport à ses autres co-députés. Et on le cible donc d'une manière assez sévère et assez singulière. Pourquoi lui ? Effectivement, c'est l'un des éléments assez étonnants que l'on découvre dans l'étude de cet été 1940, c'est que lorsque le Massilia, le paquebot sur lequel il est embarqué, arrive à Casablanca, il est d'abord maintenu au large et une fois débarqué, Mandel est mis de côté par la police du port et interné. Alors, il est placé, pour être plus précis, placé en résidence surveillée à Ifrane, qui est une station montagneuse du Maroc, alors même que les autres parlementaires présents, eux, ne sont pas inquiétés. Et donc là, il y a déjà un traitement particulier qui lui est appliqué. C'est un ordre express du gouvernement qui est adressé au gouverneur militaire de l'Afrique du Nord, le général Noguès, de traiter Mandel ainsi, de le placer en résidence surveillée, sans doute parce qu'il est considéré comme l'homme politique le plus dangereux pour le futur gouvernement de Vichy, parce que tout simplement il est identifié comme celui qui refuse l'armistice et qui veut poursuivre la lutte bien plus que d'autres qui étaient avec lui sur le Massilia. Il y a le fait, évidemment, qu'il soit peut-être la figure de proue de ces parlementaires qui ont fui. Il y a aussi le fait qu'il est juif, contrairement à ce que son nom pourrait l'indiquer. En fait, son vrai nom de naissance, c'est Louis Rothschild. Et donc ça, évidemment, sa qualité de juif, c'est un facteur aggravant pour l'occupant nazi et surtout aussi pour les supplétifs français, puisque ce sont eux qui, dans les 2 premières années de son martyre, comme vous l'appelez, qui sont en fait en première ligne. Oui, bien sûr, il est victime d'antisémitisme dès le début de sa carrière politique. Et cet antisémitisme qui le vise s'amplifie dans les années 30 lorsqu'il est ministre, et encore plus dans cette période tragique du printemps 1940, lors de laquelle les pacifistes d'extrême droite qui visent à faire cesser les combats, parfois notamment par adoration pour le pouvoir nazi, ne manque pas de rappeler que Georges Mandel est juif et que c'est aussi pour cela qu'il veut poursuivre la lutte, c'est que il ne serait pas aussi français que les autres, alors même que eux auraient des convictions parfaitement nationales, contrairement à lui. On ouvre à son encontre une information pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État, au motif tout simple qu'il a conversé avec le consul général de Grande-Bretagne. On voit que c'est une accusation qui ne tient pas, et d'ailleurs toutes les accusations ultérieures qu'on lui fait, en fait elles reposent sur très très peu de preuves en réalité. Et donc on voit aussi se mettre en place une persécution judiciaire de l'État français qui prend différentes formes, notamment par l'intermédiaire d'une création d'une Cour suprême de justice, qui est une entité nouvelle créée par le régime de Vichy et qui va être en concurrence et court-circuiter les autres institutions judiciaires. Oui, c'est ça. Il est visé de manière systématique par le gouvernement Pétain. D'abord, à l'été 40, c'est la justice militaire qui est saisie au Maroc pour effectivement le poursuivre pour atteinte à la sûreté de l'État. L'enquête échoue, notamment grâce au courage du juge militaire, le colonel Loireau, qui se révèle être un homme parfaitement indépendant et qui considère donc, en ouvrant le dossier, qu'il n'y a rien contre Mandel. Il rend donc un non-lieu en septembre 1940. Le gouvernement de Vichy est furieux de se rendre compte que Mandel n'est pas condamné, puisqu'évidemment ce n'étaient pas les ordres qui avaient été donnés au juge militaire. Et donc Vichy décide de le rapatrier en métropole, à la fois pour, dans un premier temps, lui imposer un statut administratif d'interné, puisque le gouvernement va utiliser en fait une loi du 3 septembre 1940 pour l'interner en raison de la dangerosité qu'il représenterait pour la sécurité nationale, et aussi avec un volet judiciaire qui va le viser
en saisissant la Cour suprême de justice et en considérant, grâce aux textes qui sont pris de façon contestable à l'été 1940, que la Cour suprême de justice est la juridiction d'appel de la justice militaire au Maroc, et donc que finalement le gouvernement, en contestant la décision de première instance rendue au Maroc, va pouvoir engager de nouveau des poursuites contre Mandel. En réalité, ça va se révéler être un échec total, principalement parce que les magistrats et les policiers qui sont saisis seront dans l'incapacité totale de démontrer que Mandel aurait été coupable d'une atteinte à la sûreté de l'État, c'est-à-dire coupable d'un complot contre le gouvernement, et puis aussi parce que la Cour va être dans la capacité de prouver un certain nombre d'infractions qui ont été retenues en complément, des infractions principalement financières qu'on essaye de trouver contre lui lorsqu'il était ministre des colonies, et tout cela en fait ne fera pas long feu puisque in fine la justice abandonnera les charges tardivement d'ailleurs contre Mandel en 1943. Donc quand il est rapatrié en France, en métropole, en septembre 40, il est tout de suite placé en détention et il va le rester jusqu'en novembre 1942. Quelles sont ces conditions de détention, puisqu'il est traité finalement comme un prisonnier politique, même si on ne lui accorde pas ce statut, donc il n'a pas vraiment de protection, on est dans une espèce de détention arbitraire. Donc quelles sont ces conditions de détention, qui sont ces co-détenus et quels sont ces liens avec l'extérieur ? En fait, on peut découper cette période un peu en deux. C'est-à-dire que de septembre 40 jusqu'en novembre 1941, il a un statut d'interné administratif, c'est-à-dire que il est placé dans plusieurs établissements d'internement successifs sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, et donc pour le coup il n'a aucun droit de détenu à cette époque puisqu'il a un statut tout à fait nouveau qui était créé par Vichy contre les opposants qui présenteraient un danger pour la sécurité nationale. Donc il est interné pendant cette période-là avec d'autres hommes politiques de la Troisième République, notamment Paul Reynaud, qui va le suivre le plus longtemps d'ailleurs, entre 40 et 42. Et puis en novembre 41, il change de statut, puisqu'à cette époque, après une négociation entre les nazis et le gouvernement de Vichy, il est demandé par les Allemands à Vichy que Mandel et d'autres, notamment Paul Reynaud, soient condamnés à une peine judiciaire de détention à perpétuité et qu'on s'assure qu'ils ne puissent pas s'évader. Et donc là, il va y avoir une sorte de juridiction un peu grotesque qui va être créée de toutes pièces par Pétain à l'été 1941, qui s'appelle le Conseil de justice politique, le nom en dit long, qui va être chargé de conseiller à Pétain une peine contre les hommes politiques de la Troisième République qui sont à cette époque visés, dont Georges Mandel. Et à partir donc d'octobre 41, Mandel va subir cette peine de détention dans une enceinte fortifiée. C'est comme ça que c'est énoncé par le maréchal Pétain à la radio en octobre 41, c'est-à-dire dans des conditions de détention extrêmes pour s'assurer qu'il ne puisse pas évidemment s'échapper, qu'il ne puisse pas être libéré aussi par un réseau de résistance, mais aussi pour répondre à une forme de symbolique de la détention, c'est-à-dire en le plaçant dans un fort militaire sous un statut spécial, donc de prisonnier à partir de l'automne 1941, et il va garder ce statut jusqu'en novembre 42 lorsque les Allemands arriveront au fort du Portalet, qui est l'enceinte militaire dans laquelle il est enfermé pendant 1 an dans les Pyrénées. Et vous avez dit qu'on prend des précautions pour s'assurer qu'il ne s'évade pas. Il y a d'ailleurs quelques projets d'évasion qui sont vraiment initiés, mais dont on voit bien le manque de sérieux. Est-ce que lui aurait adhéré à ça ? Est-ce qu'il aurait voulu s'évader s'il avait eu la possibilité de le faire ? Ce que l'on trouve dans ses écrits, principalement dans les lettres qu'il écrit à cette époque, et dans les témoignages également de ses visiteurs au fort du Portalet, c'est que non, il n'y croyait pas vraiment. Et surtout, il n'était pas convaincu de la nécessité de s'évader. Il ne se faisait aucune illusion sur son sort, mais pour autant, il considérait que finalement, il fallait prendre quelque part son mal en patience, persuadé que la guerre serait finalement gagnée par les Alliés. Ça, c'est une conviction qu'il a dès 1940. Il se disait qu'il n'avait pas nécessité, qu'il n'avait aucune raison de s'évader, qu'il allait même finalement se placer dans une sorte de rôle illégal si il devait s'évader. Et ça, c'est une position assez différente de Paul Reynaud qui, lui, pour le coup, était assez convaincu par l'idée de l'évasion.
Et donc, lorsque un réseau de résistance, pas des moindres, le mouvement Combat d'Henri Freinet, décide de tenter une évasion pour Paul Reynaud et sans doute aussi pour Georges Mandel, ce projet finalement n'aboutit pas. Mais on peut imaginer que à ce moment-là, Mandel aurait été tout de même convaincu par Reynaud de le suivre et d'échapper au geôlier de Vichy. Les Allemands envahissent la zone libre le 11 novembre 1942 et en fait très très vite ils se rendent au Portalet pour récupérer Reynaud et Mandel. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont été livrés par Vichy? Parce que ça c'était une crainte de Mandel en disant vous n'allez pas livrer un responsable politique, ce serait le déshonneur. Et là on pourrait presque imaginer que toute cette tergiversation judiciaire, elle a pour conséquence pratique qu'il n'a pas vraiment été livré aux Allemands. Ils ont venu, se sont emparés de lui, non? Oui, c'est ça. Alors, la première chose que l'on retient sur ces quelques jours très particuliers, c'est que les Allemands ont visé immédiatement le fort du Portalet, puisque un détachement SS arrive au fort du Portalet le 11 novembre 1942 à 9h du matin. Ils viennent de la zone occupée qui correspondait à la bande sur la bande atlantique donc à quelques dizaines de kilomètres en fait du fort du Portalet. Néanmoins, on peut s'étonner du fait que dès 9h du matin, ils étaient sur place. Donc ils avaient un objectif, c'était évidemment de tenir le fort pour éviter toute évasion et tout mouvement de prisonniers qu'ils n'auraient pas agréé. La deuxième chose, c'est que pendant une semaine, il va y avoir une forme d'hésitation. Alors les Allemands à ce moment-là sont sans doute déjà assez convaincus du fait qu'ils vont s'emparer des prisonniers qui sont alors au Portalet, c'est-à-dire Reynaud et Mandel. Néanmoins, à Vichy, on sent qu'on essaye de temporiser, notamment parce que précisément les avocats, les proches des deux hommes qui ont encore un certain nombre de contacts avec les hommes politiques qu'ils ont connus et dont certains d'ailleurs sont à Vichy sans être au gouvernement, mais sont installés à Vichy pour tenter d'influencer la politique du gouvernement Pétain et Laval. Donc il va y avoir en fait quelques jours de tergiversation. C'est les proches qui sont à Vichy qui tentent d'intervenir auprès des ministres de Pétain pour les convaincre qu'il faut absolument obtenir des Allemands qu'ils soient transférés ailleurs et surtout effectivement qu'ils soient maintenus sur le territoire sous l'autorité du gouvernement de Vichy. En réalité, ce qu'on découvre aujourd'hui dans les archives, c'est que le gouvernement n'a rien fait, n'a même pas interrogé en fait les Allemands sur leurs intentions et a beaucoup plus subi qu'agi dans cette semaine tragique, puisque finalement, le 20 novembre 1942, les deux hommes sont transférés par les Allemands vers Bordeaux, avant un long périple qui va les mener jusqu'en Allemagne. Et face à cela, le gouvernement de Vichy est parfaitement dans la passivité la plus totale. Et il y aura simplement une vague protestation écrite de Pétain à la fin du mois de novembre 1942 qui fera passer le message à Otto Abetz, l'ambassadeur allemand à Paris, qu'il n'est pas normal qu'il se soit emparé de deux hommes politiques français. Donc Reynaud et Mandel sont transférés à Berlin, puis très rapidement au camp de Sachsenhausen. Et de là, seul Mandel est transféré au camp de Buchenwald, où il retrouve un autre prisonnier juif, Léon Blum. Et là, c'est des pages que je trouve extraordinaires dans votre livre, parce qu'en fait, ils sont tous les deux à l'isolement dans un petit pavillon en marge du camp. Donc on ne sait pas très bien d'ailleurs s'ils savent ce qui se passe dans le camp, mais ils vont passer plusieurs mois ensemble. Léon Blum va se marier et sa femme va obtenir l'autorisation de venir s'installer avec eux. Et on voit que ces deux personnages qui en fait étaient des adversaires politiques, en fait apprennent à se connaître et à s'apprécier. Oui, c'est assez étonnant comme moment. Évidemment, c'est lié au huis clos dans lequel ils vivent pendant plus d'une année. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est de découvrir qu'en mai 1943, lorsque Mandel arrive à Buchenwald, finalement, il ne connaît pas Léon Blum tant que ça. Alors même qu'il l'a côtoyé au Parlement, sans doute parce qu'ils étaient des adversaires politiques. Mandel a été ministre avant le Front Populaire, après le Front Populaire, mais il avait un certain respect pour Blum, dont il savait qu'il était un homme brillant, mais il ne partageait évidemment pas ses convictions, parce que Mandel était plutôt classé à droite. Et cette année de cohabitation dans ce petit pavillon va les rapprocher, sans doute parce que ce sont des hommes qui, à ce moment-là, évidemment, sont heureux aussi de partager un certain nombre de réflexions communes sur la guerre, sur les origines de la guerre, sur ce qui est en train de se passer. Et donc, en croisant leurs analyses, ils se rendent compte que une vraie proximité, en fait, les caractérise.
Pendant cette période, est-ce que Mandel a beaucoup écrit et est-ce qu'on dispose de sa correspondance? Est-ce que vous avez pu retrouver ça et consulter? Alors, on dispose de sa correspondance principalement à cette période-là, puisque lorsqu'il était en France jusqu'en 1942, il avait l'autorisation de recevoir la visite de sa femme, Béatrice Bréty, et de sa fille, Claude, qui avait une dizaine d'années. Et donc, évidemment, les écrits étaient assez limités entre 40 et 42, puisqu'il voyait toutes les semaines, voire parfois tous les jours, ses proches. À partir du moment où il est en Allemagne, il est d'abord mis au secret à Sachsenhausen, où là, pour le coup, il n'y a aucune correspondance qui est tolérée. Et l'étau se dessert un petit peu à partir de mai 43, lorsqu'il est à Buchenwald, où là, il va être autorisé, alors de manière assez chaotique, tout de même, à correspondre avec ses proches, puisque il va devoir attendre plusieurs mois avant de pouvoir leur écrire et de pouvoir recevoir leurs lettres. Il y a des moments où ces écrits étant jugés profondément hostiles aux Allemands, il va faire l'objet de censure et ne pourra plus recevoir de courrier ni en envoyer. Et puis de nouveau, principalement à partir de janvier 1944, il va pouvoir écrire à ses proches. Et tous ces courriers ont été heureusement en grande partie conservés principalement par sa fille, qui les a remis aux archives nationales au début des années 2000. Et puis on a retrouvé également dans ses archives un journal qu'il tenait au quotidien, alors principalement tenu au début de l'année 1944, qui n'est pas un journal à vocation politique, donc sur lequel on peut être un peu déçu du contenu de ses analyses, mais néanmoins qui est intéressant parce qu'il révèle son quotidien, c'est-à-dire la façon dont il dort, à savoir très mal. Il est atteint d'insomnie, il est hypocondriaque depuis de nombreuses années, mais je crois que c'est une période où réellement sa santé décline et ne bénéficiant pas de traitement médical comme il le souhaiterait, il est de plus en plus persuadé que son état physique se dégrade et qu'il est atteint de nombreuses maladies. Et donc, il y a cet aspect un peu psychologique qui est intéressant dans ce journal, parce que l'on voit qu'il est assez peu confiant sur la suite quant à son état général. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on comprend qu'il réussit à avoir avec Blum un certain nombre de nouvelles très rapidement, parce qu'il bénéficie en fait d'une radio qu'ils ont sans doute réussi à trafiquer, puisqu'ils réussissent à capter les grandes ondes et peut-être des radios alliées, parce que, par exemple, début juin 1944, ils apprennent que Rome est libérée par les Alliés, puis que le débarquement allié se déroule en Normandie dès le matin du 6 juin 1944. Donc on imagine que ce n'est pas sur la radio allemande qu'ils ont appris cela, mais sans doute sur d'autres ondes. Pendant cette période, est-ce qu'ils demandent à rentrer en France ? Non, en tout cas, on ne retrouve pas de traces de velléité en ce sens. Je crois qu'il n'y croit pas vraiment. Simplement, ce que l'on retrouve comme trace, c'est que après l'arrivée de Jeanne Reichenbach, qui va devenir Jeanne Blum auprès de Léon Blum, il croit un moment qu'il va pouvoir faire venir sa femme Béatrice Bréty auprès de lui. Et puis, je crois qu'il se résigne au bout de quelques mois à ne pas demander son arrivée, parce qu'il sait aussi que c'est se jeter dans la gueule du loup et que c'est lui faire courir un grand danger que de la faire venir en Allemagne. C'est les seuls éléments personnels que l'on connaît à cette époque de lui. Mandel est donc en Allemagne de novembre 1942 à juillet 1944. Et c'est assez vite, en fait, que son retour en France, j'ai l'impression, est décidé par les Allemands. Il est rapatrié à Paris, interné à la Maison de la Santé. Pourquoi il est rapatrié en France ? Alors, il y a une négociation au sein du pouvoir nazi qui est restée bien heureusement dans les archives jusqu'à aujourd'hui, qui a lieu principalement en mai 1944, lorsque la situation se dégrade de plus en plus pour l'Allemagne sur tous les fronts. Et on voit dans les archives allemandes qu'Otto Abetz, donc l'ambassadeur allemand à Paris, propose à ses chefs que soient fusillés un certain nombre de politiques détenus par les Allemands, en l'occurrence Mandel, Reynaud et Blum, qui sont tous les trois en Allemagne et en Autriche pour ce qui concerne Reynaud, notamment pour faire pression sur les Alliés en Afrique du Nord, parce que ils détiennent des phalangistes qui ont combattu en Tunisie, donc ce sont des combattants français qui ont combattu aux côtés des nazis en Afrique du Nord et qui sont sur le point d'être condamnés à mort. Et donc l'une des propositions qui est faite par Abetz en mai 44, c'est de menacer de faire fusiller ces trois hommes français.
et même de mettre à exécution ces menaces si aucune réponse n'est apportée par les alliés depuis l'Afrique du Nord. Donc il y a un certain nombre d'échanges en ce sens. C'est assez surprenant parce qu'on voit que d'ailleurs à Berlin, l'état-major allemand n'est pas convaincu par cette idée de les faire fusiller. Peut-être veulent-ils les garder comme otages le plus longtemps possible. Donc il y a un courrier notamment qui rabroue assez vertement Abetz dans cette proposition. Et puis finalement, les choses s'accélèrent. Sans doute que le débarquement du 6 juin y joue quelque chose. Et début juillet 1944, le 4 juillet pour être précis, Mandel est convoqué à la sortie du camp de Buchenwald et on lui explique qu'il doit faire sa valise pour être rapatrié en France. Et donc ce sont les Allemands qui décident de le rapatrier. Et leur idée à ce moment-là, c'est de le remettre à Vichy et d'exiger qu'il soit fusillé et qu'il soit le premier des 3 hommes à être fusillé en France. C'est-à-dire que les Allemands préfèrent que ce soit les Français qui fassent le boulot, c'est ça ? Oui, ils n'ont pas vraiment d'état d'âme à l'égard de Mandel. Simplement, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ils veulent mouiller Vichy jusqu'au bout, qu'ils voient que le pouvoir français est en déliquescence, et donc évidemment que ils ont besoin aussi de garder le gouvernement de Vichy auprès d'eux et de le compromettre jusqu'à la fin. Et donc 3 jours après son retour en France, il est emmené en forêt de Fontainebleau par une voiture en fait de membres de la milice française. Il est exécuté là. On essaie de maquiller ça comme un guet-apens, mais évidemment personne n'est dupe. Aujourd'hui, est-ce qu'il persiste des zones d'ombre sur cet événement ? Alors donc son mobile, ses commanditaires, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre ou est-ce que c'est un déroulé assez clair ? Oui, il y a encore des zones d'ombre. En fait, on peut analyser les choses de la façon suivante. C'est que les commanditaires sont connus. En tout cas, il y a de grandes chances que ce soit les Allemands qui d'abord donc ont initié son retour en France, qui ensuite ont ordonné à Vichy de l'éliminer et qui sans doute persuadés que Vichy risquait de ne pas l'exécuter ou qu'il soit libéré par des résistants lors de son transfert, ont décidé de prendre les devants. Donc, on peut considérer que l'initiative de cet assassinat est allemande. En revanche, là où il reste des zones d'ombre, c'est qui était au courant. Il est à peu près sûr aujourd'hui que le gouvernement de Vichy n'était pas au courant de son exécution, puisque Laval et Darnan apprennent la mort de Mandel le lendemain, le 8 juillet 1944. Darnan n'est pas plus choqué que ça, puisque ce sont ces miliciens qui ont procédé à cette exécution. En revanche, Laval, lui, est assez atteint, d'abord parce qu'il connaissait Mandel, il a été son ministre dans le gouvernement de 1934, et puis aussi parce que c'est un homme intelligent, il sait que avec cet assassinat, il est définitivement compromis, et que c'est le poteau qui l'attend à la libération. Donc, il est assez sûr, à mon sens, que Vichy n'était pas informé. Là où il reste une zone d'ombre, c'est est-ce que les cadres miliciens parisiens étaient informés de ce projet d'assassinat, ou bien est-ce que c'est uniquement l'assassin qui a été employé par le SD allemand, donc c'est un dénommé Solnen qui travaillait régulièrement pour le SD allemand, qui a tiré sur Georges Mandel. Les autres miliciens, sur le coup, ont paru surpris. C'est en tout cas les témoignages unanimes qui en ressort. Voilà, c'est cette zone d'ombre qui ne sera peut-être jamais levée, c'est de savoir quelle est l'étendue des responsabilités dans l'assassinat de Georges Mandel en juillet 1944. Et vous présentez dans un dernier chapitre intitulé Les responsables, tous ceux qui ont contribué donc à son martyre, bien sûr les miliciens qui l'ont assassiné, mais aussi les responsables politiques allemands, français, les journalistes antisémites. Que devient la figure de Mandel après tout ça, à la Libération ? Comment est-ce qu'il est réhabilité ? Est-ce qu'il est utilisé par De Gaulle d'ailleurs ? Alors, il est assez vite réhabilité au sens où son martyre est connu, notamment des hommes politiques qui ont eux aussi été internés, mais qui, heureusement pour eux, ont survécu à la guerre. Je pense principalement à Léon Blum, puisque Léon Blum, après avoir vécu cette année auprès de Mandel, est évidemment extrêmement marqué par
la mort de son ancien compagnon de détention. C'est le cas aussi de Paul Reynaud, qui a été auprès de lui entre 40 et 43. Et donc, assez rapidement, la figure de Mandel est défendue comme une figure de courage, une figure de fidélité à ses convictions. On rappelle aussi que c'était le digne héritier de Clémenceau, puisque c'est vraiment ce à quoi il tenait. Et donc, jusqu'à sa mort, il est aussi identifié comme étant un homme de courage et de conviction comme son maître. Et donc, il y a des hommages qui vont être rendus principalement chaque année à la date de sa mort, donc chaque 7 juillet, et notamment dès le 7 juillet 1945, puisqu'à cette date va être inaugurée l'avenue Georges Mandel à Paris, à proximité du Trocadéro, qui est une avenue conséquente et importante dans le 16e arrondissement, pour justement rendre l'hommage qu'il mérite à partir de cette époque. Vous me posez la question sur le général de Gaulle. Parce qu'on sent que sa compagne, sa fille, enfin ses proches, finalement sont un peu déçus peut-être de l'attitude de Gaulle, qui ne fait pas souvent référence à la figure de Mandel quand même. Oui, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que Mandel, évidemment, est parfaitement identifié et respecté par de Gaulle en juin 40, lorsqu'il fait partie des derniers résistants face au clan de l'armistice, et ça, de Gaulle lui est éternellement reconnaissant dans ses jours d'hésitation, notamment lorsque lui-même hésite à démissionner début juin 1940, quelques jours après sa nomination. Mandel le convainc de rester dans le gouvernement avec lui. Il faut savoir aussi qu'en août 1942, Mandel réussit à faire passer à de Gaulle une lettre d'allégeance qui est un écrit assez formidable à lire aujourd'hui, où il reconnaît de Gaulle comme étant le chef de la France libre, auquel il se rattachera si un jour il est libéré, alors même qu'il est un homme politique bien plus expérimenté que de Gaulle. Il a la modestie d'indiquer dans cet écrit qu'il se pliera aux volontés de Gaulle dans la France libérée pour être auprès de lui et à ses côtés. Et effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est que après la libération, on voit assez peu de Gaulle en fait rendre hommage à Mandel. D'abord, il n'est pas là pour une raison inexpliquée le 7 juillet 1945 lors de l'inauguration de l'avenue Georges Mandel. Et puis, il va convoquer la figure de Mandel assez tardivement en 1949 dans un discours en Gironde. Mais entre-temps, effectivement, Béatrice Bréty va écrire une lettre ouverte contre de Gaulle en estimant que de Gaulle n'a pas permis et n'a pas aidé à l'évasion de Mandel. C'est vrai qu'il a été prévenu par Henri Freinet en 42 de ce projet d'évasion et qu'il s'est montré assez glacial lorsque Freinet lui a évoqué cette possibilité de faire sortir Reynaud et Mandel du Portalet. Et puis, elle lui reproche aussi finalement de s'être assez peu occupée de sa fille, Claude Mandel, qui n'avait que 14 ans à la mort de son père. Et donc, il y a cette sorte de tension et de froid qui va se créer après-guerre, sans qu'on en comprenne précisément les tenants et les aboutissants, même si ultérieurement, évidemment, le général de Gaulle, notamment dans ce discours de 1949 qu'il prononce à l'Espar dans le Médoc, rendra un vibrant hommage, mais relativement tardif, à Mandel. Votre livre, Antoine Mordac, nous permet de mieux connaître cette période importante de la vie de Mandel. Et je voulais, pour terminer, vous poser une ou deux questions sur votre démarche. On en a parlé un peu au début. À partir du moment où vous avez vu passer des archives inédites sur Mandel, quel a été le cheminement dans votre esprit en disant il y a matière à en faire un livre et puis je vais me plonger dans les archives, etc. Comment est-ce qu'on fait ce cheminement intellectuel jusqu'à l'écriture ? Bien, je suis parti d'abord évidemment des faits qui étaient connus et un peu de la fin, puisque je suis parti de son assassinat, qui donc était un fait qui était relativement élucidé, avec le mystère qui demeure sur l'étendue des responsables autour de cette mort à Fontainebleau. Et puis je suis remonté dans le temps en faisant le choix effectivement de partir du 16 juin 1940 et du moment où il n'est plus ministre, en considérant que si finalement, à partir de cette date, une forme d'acharnement s'abat sur lui, puisque dès le 17 juin 1940, il est arrêté sur ordre de Pétain à Bordeaux. Et donc, en partant de ces deux dates symboliques, j'ai tenté de reconstituer une forme de puzzle et de retracer principalement les lieux dans lesquels il était détenu.
Et je suis donc passé par cette méthode-là, c'est-à-dire de partir des lieux de détention, 15, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, 15 lieux dans lesquels il a subi ce calvaire, pour tenter de comprendre sous quel statut il était placé à chaque fois, quels étaient ses compagnons d'infortune, qui étaient ses geôliers, et quels étaient finalement les droits qui lui étaient octroyés, par exemple les visites de ses avocats, de sa famille qui lui étaient autorisées. Et puis le deuxième volet de recherche que j'ai mené ensuite, ce sont les poursuites qui l'ont visé, puisque il y a un certain nombre d'archives judiciaires disponibles encore aujourd'hui qui permettent de retracer justement l'étendue de l'enquête qu'il a visée, d'abord devant la justice militaire à l'été 40 et ensuite devant la Cour suprême de justice entre 40 et 43. Et donc j'ai essayé de mener ce double travail pour comprendre aussi comment ces transferts et l'évolution de son statut étaient liés aux poursuites qui finalement échouaient les unes après les autres, puisqu'évidemment tout ça est un petit peu lié. Et puis le troisième élément que j'ai essayé d'intégrer dans ces recherches, c'est notamment la pression des collaborationnistes, surtout évidemment pour la période où il est encore en France entre 40 et 42, notamment en utilisant la presse collaborationniste de 40 à 42, où finalement on se rend compte qu'il est visé de façon quasi quotidienne par ces collaborationnistes, c'est-à-dire qu'il est considéré comme le responsable de la guerre, comme le juif qui est à l'origine du malheur de la France. Et c'était ça aussi qui m'a semblé intéressant à exploiter, c'est le fait que finalement il est considéré comme le principal responsable, alors qu'il n'a été que ministre de l'Intérieur durant un mois entre mai et juin 1940, et qu'auparavant il était ministre des colonies, ce qui était un ministère important, mais relativement subalterne par rapport à d'autres fonctions au sein du gouvernement. Donc voilà, il y avait aussi cet aspect-là, cette pression qui était mise par les collaborationnistes sur Vichy et sans doute aussi sur les Allemands pour pousser à ce que Mandel soit visé de bout en bout de 40 à 44. Merci beaucoup Antoine Mordac d'être venu présenter vos 2 livres. Donc, je rappelle le titre du premier qui est Le Ministère Clémenceau, journal d'un témoin, les mémoires du général Mordac, écrit au début des années 30, enfin publié au début des années 30. Et puis votre enquête policière historique, Le martyr de Georges Mandel, 1940-1944. Les 2 livres sont publiés chez Passé Composé. Ils sont déjà disponibles en librairie et vraiment je vous les recommande. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et quant à moi, chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir en septembre pour la nouvelle saison de Quoi Neuf en Histoire.